Salut, ici Alex Dillevillardouin. Aujourd'hui, à l'émission, on fouille dans mes tiroirs. Bon, alors je vais commencer par m'expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par on fouille dans mes tiroirs? C'est en fait, on va fouiller dans les tiroirs de cuisine que j'ai ici. Je vais parler aujourd'hui des ustensiles et des petites habitudes étrangères que j'ai en cuisine. Donc évidemment, on commence par mettre en contexte. Quand que je parle d'ustensiles d'habitudes qui sont étrangères, évidemment, je te dis qu'ils sont étrangères à moi. Je veux référer aux choses que j'ai découvertes alors que j'étais en voyage, puis c'est des habitudes ou des ustensiles que j'ai trouvés qui étaient utiles puis que j'ai décidé de ramener chez nous pour instaurer dans ma propre cuisine. Voilà. Il y a plusieurs de ces objets-là, plusieurs de ces trucs-là qui viennent d'avoir passé une période de temps peut-être un petit peu plus grande que la moyenne à ces endroits-là. Donc, il y a proportionnellement, il y a beaucoup plus de choses qui viennent, par exemple, de la Suède, étant donné que j'ai passé 1 an là-bas. Il y a beaucoup de choses qui viennent du Japon parce que j'ai connu des gens. Ils sont pas tous morts. Je connais des gens du Japon. Puis, j'ai eu l'occasion d'aller passer 3 semaines là. Donc, c'est sûr que c'est un séjour qui est un peu plus étendu. On a le temps de découvrir beaucoup plus de choses. Puis, dans le cas de la Suède, ou ce qui peut être le cas de la Malte aussi, un autre endroit, j'ai passé environ 3 semaines en Malte, sauf qu'on était vraiment dans des appartements. Donc, il y a beaucoup de choses de la vie de tous les jours dans une cuisine qu'on réalise que les gens utilisent. C'est pas nécessairement des choses qu'on va voir dans des restaurants. C'est pas nécessairement quelque chose qui est en vente dans toutes les épiceries, mais c'est des choses qui sont très, très communes, qui font partie de la vie habituelle des gens de la place. Donc, c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. On parlera même pas, en fait, de la bouffe. Je vais réserver un autre épisode au complet pour les choses un petit peu plus... la bouffe un petit peu plus étrangère, la bouffe un peu plus exotique qu'il y a dans mes armoires, mais ça va être vraiment un autre épisode à part entière. Il n'y a pas moyen de le faire autrement. Bon, on commence avec le premier objet. En fait, je les ai tous étalés sur une table en avant de moi. Donc, je me suis vraiment donné un défi. J'ai choisi des objets, puis j'ai pas le choix de juste les décrire à l'audio. C'est ça un podcast. Mais je vais essayer de décrire de mon mieux pour que tout le monde comprenne bien qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais commencer à ma gauche. J'ai un petit moule à gaufres. La première fois que je suis allé en Belgique, c'est là qu'on découvre qu'il y a des gaufres qui peuvent être fraîchement faites, pareil comme on peut faire des crêpes à la maison. Moi, je viens pas d'un foyer, en fait, où on faisait des gaufres. On les fabriquait pas. On pouvait les acheter. Où il y a des sortes de gaufres qui sont déjà dures, sont cheap, vendues, emballées, peut-être saucées dans le chocolat ou avec des pépites de chocolat, des choses de même. Il y a une bonne variété, mais sont toutes faites assez industrielles. Donc, la première fois que je suis allé en Belgique, puis que j'ai eu l'occasion avec mon partner de voyage habituel, de déjeuner avec des vraies gaufres qui sont faites, qui sont encore chaudes parce qu'ils viennent juste d'être cuites, c'est une expérience complètement différente. Puis on réalise, je sais que quand j'étais en Europe, même quand j'étais en Suède, il y avait beaucoup de monde qui disait « Ah, c'est malade parce qu'on peut goûter à des crêpes. » Même aux États-Unis, les crêpes, c'est supposé être quelque chose qui est réservé aux restaurants ben fancy français. Puis aux États-Unis, il a fallu que j'explique au monde un petit peu les crêpes. Ça se fait avec juste 3-4 ingrédients. C'est vraiment pas compliqué à faire. On en fait tout le temps chez nous. Mais en Europe, c'est un petit peu la même affaire. Il y a beaucoup de monde qui venait... Bon, quand j'étais en Suède, par exemple, j'étais un étudiant étranger. Il y avait plein d'autres. Il y avait des milliers d'autres étudiants étrangers qui venaient d'un peu partout dans le monde. Donc, ils associaient vraiment beaucoup les crêpes, par exemple, avec quelque chose de très français ou quelque chose qui est vraiment restaurant, quelque chose qui est de haut calibre ou quelque chose qui est juste difficile à faire. Mais c'est un petit peu le cas des gaufres, dans mon cas. Je passerai pas une éternité à parler des gaufres, là. Mais je sais que même mon père, c'est quelque chose qu'il aime bien fabriquer. C'est fun, une gaufre qui est fraîchement faite. C'est pareil comme une crêpe, c'est un canevas. Donc c'est facile de virer ça en mets salé ou en mets sucré, selon votre préférence. Donc un petit moule à gaufre, avec une recette bien facile, même que le petit moule, il venait avec des recettes déjà toutes faites pour fabriquer des gaufres. Ça se congèle bien aussi, donc c'est une bonne chose à avoir. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais en Belgique, puis j'ai décidé de ramener, parce que c'est quelque chose qui coûte pas cher, c'est durable. Puis il y a quelque chose de gratifiant aussi de faire un dessert, pouvoir en faire en grosse quantité, l'utiliser plus tard, savoir que ça a quand même été fraîchement fait. C'est 1000 fois mieux que ce qu'on peut acheter dans un supermarché. On y va avec le deuxième objet que j'ai en avant de moi, c'est de couleur vert et blanc. C'est déjà des couleurs qui pourraient donner des indices. C'est un linge à vaisselle que j'ai ramené d'Irlande. Bon, l'Irlande, c'est pas connu comme étant un endroit où ils font la vaisselle mieux que partout ailleurs dans le monde. C'est pas exactement ça mon idée, mais en fait, ça tombe dans la catégorie de souvenirs qui ont vraiment des fonctions très très utiles ou des fonctions, on peut dire, essentielles. Quand c'est dans une cuisine, on n'a pas le choix à mener d'avoir des linges à vaisselle. Donc, si on a l'occasion de déménager dans un nouvel appartement, par exemple, puis on décide de renouveler un petit peu nos linges à vaisselle, on en pitche quelques-uns dans la poubelle,
Mais si on part en voyage, c'est le genre de choses qu'on pourrait s'acheter. Tant qu'on en choisit un de bonne qualité, ça va être un bon souvenir. À toutes les fois qu'on a séché de la vaisselle, on regarde ça nous retransporte un petit peu. Non seulement il est de couleur vert et blanc, mais il y a aussi de la petite broderie dessus avec des symboles de l'Irlande, là, comme le trèfle, puis la harpe, puis une couple d'autres affaires que j'arrive pas à me souvenir instantanément. On passe au prochain objet. C'est un mixeur, c'est un blender. On va appeler ça un blender manuel. C'est quelque chose qui se branche dans le mur, mais c'est vraiment quelque chose qu'on tient dans nos mains et qu'on peut réduire en purée directement dans un chaudron. C'est pas nécessairement quelque chose qui vient de l'étranger. Il y a sûrement des personnes qui connaissent déjà ça. En fait, moi, j'ai découvert ça pendant que j'habitais en Suède. J'habitais dans une résidence étudiante pendant un moment, pendant que j'étais à Stockholm. Puis, il y avait ma voisine d'en face, en fait, dans le corridor. Elle faisait souvent des potages, des soupes. Elle m'a montré c'était quoi un gazpacho parce que je savais pas c'est quoi. C'est essentiellement une soupe froide, mais faite avec des ingrédients qui se mangent bien froid. C'est pas juste une soupe que t'as oublié sur le comptoir puis qu'on y a donné un nom fancy. On revient à mon objet. C'est un blender qu'on peut tenir dans la main. C'est excellent pour faire des potages, beaucoup plus facile à nettoyer. Puis ça fait aussi que ça se sert facilement dans une armoire au lieu d'avoir un blender qui est obligé de rester, qui est beaucoup plus encombrant, puis qui va prendre beaucoup plus de place sur le comptoir. Un petit peu plus difficile à nettoyer. Celui-là, il y a vraiment une partie qui s'enlève, la partie qui est broyeur, qui va être immergée. Donc c'est vraiment juste la petite partie qui va être à nettoyer. Ça se nettoie vraiment bien. C'est une belle invention que j'ai découvert alors que je vivais à l'étranger. Prochain objet que j'ai toujours devant moi, c'est le fun, ils sont tous bien étalés, je suis content d'avoir préparé ça de même. C'est une bouteille réutilisable. Ça vient de la Suède, encore une fois, je l'avais déjà dit que la Suède m'a appris beaucoup de choses, puis que j'ai importé beaucoup de ces techniques. La bouteille réutilisable, ça me fait un petit peu penser, quand je la regarde de même, ça me fait penser un peu à Astérix et sa potion magique. Là, c'est une bouteille réutilisable en vitre, vraiment avec un petit système pour qu'on puisse refermer, pour qu'on puisse sceller. C'est quoi le mot que je cherche? Pour que ça soit étanche, voilà. J'ai une petite tradition de Noël, c'est de faire une préparation de vin chaud. Et évidemment, quand je décide d'en fabriquer, je le fabrique à peu près 1 mois à l'avance pour le laisser vieillir un petit peu pour que les saveurs puissent évoluer un peu. Donc, je me sers de 2 bouteilles réutilisables comme ça pour mettre une bonne partie de ma préparation. Comme ça, je peux la mettre dans une armoire, puis ça va vieillir tranquillement. Ça fait que je peux toujours réutiliser les mêmes bouteilles à chaque année. Sauf que le vin chaud, c'était vraiment quelque chose que j'ai découvert, encore une fois, à Stockholm. En Suède, le temps des fêtes, j'ai trouvé que c'était vraiment réjouissant. Il y a une belle ambiance qui règne au centre-ville de Stockholm. Il y a beaucoup de décorations, mais c'est pas exactement les mêmes décorations que nous, on associe avec Noël. Mais il y a vraiment une belle ambiance. Puis, au centre-ville comme tel, dans la vieille ville, qu'on appelle Gamla Stan, qui veut juste dire vieille ville, il y a toujours un petit marché de Noël, là. C'est là que j'avais découvert pour la première fois le vin chaud. Ils en vendaient directement sur place, on pouvait le commander comme ça, mais il y avait des bouteilles déjà toutes faites aussi qu'on pouvait acheter, puis le faire réchauffer chez nous. Habituellement, ce qui va être utilisé avec ça, ça va être beaucoup de pelure d'orange. On peut prendre la cardamome, beaucoup de cannelle aussi, un petit peu de clou de girofle. Mais c'est bien le fun. Ça fait une petite chaleur bien agréable quand c'est le temps des fêtes. Donc, bouteille réutilisable. L'autre, son ami qui est juste à côté, c'est une petite assiette de forme rectangulaire qui est également un souvenir. Puis vous allez le deviner, ça vient encore de Stockholm. En fait, c'est un cadeau que je m'étais fait offrir. Les déjeuners dans le monde scandinave ou dans les pays nordiques de l'Europe en général, mange pas exactement les mêmes choses pour déjeuner. Il y a vraiment dans les déjeuners, il y a quelque chose que j'ai adopté, c'est d'utiliser une espèce de petit pain sec là, que le monde va appeler les biscuits Vasa ou bien les Rivita. En suédois, ils l'appellent juste knäckebröd. Ça veut juste dire un pain craquant, un pain croustillant, quelque chose comme ça. C'est juste un pain dur. Là, j'ai un membre de la famille que je mentionnerai pas qui appelle ça du pain à poule. Donc c'est ça, par rapport au déjeuner, cette petite assiette rectangulaire-là est comme juste la bonne forme pour pouvoir mettre 2 ou 3 de ces petites croustilles de pain-là. Ah, c'est du crousti-pain, c'est comme ça qu'ils essayaient de le vendre à l'épicerie, je trouve ça bizarre. On en reviendra là sur les noms francisés des fois qu'ils essayent de trouver, là, du crousti-pain. Il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise avec ce nom-là, mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. Je trouve que cette assiette-là, rectangulaire, est juste la bonne forme pour pouvoir mettre une bonne variété de choses quand on se fait un bon déjeuner. Mettons un déjeuner de fin de semaine quand on a le temps, quand on n'a pas juste besoin de manger 2 toasts sur le coin d'un comptoir avant de partir à la course pour aller à la job. Mais c'est parce que en plus cette assiette-là, donc non seulement c'est un cadeau donc j'apprécie, mais sauf que il y a un paysage qui est dessiné dessus, donc qui est imprimé plutôt. Puis c'est exactement le marché de Noël du centre-ville de Stockholm que je parlais. Donc c'est vraiment un souvenir qui est puissant pour moi parce que non seulement l'assiette a la forme du déjeuner nordique que j'avais l'habitude de prendre pendant que j'étais là, puis ça me rappelle la personne qui m'a offert ce cadeau-là, puis c'est aussi tous les souvenirs qui sont associés avec le temps des fêtes, le temps de Noël en Suède. Donc c'est vraiment un beau souvenir, c'est vraiment un beau cadeau. Puis en plus, ben, c'est une assiette un petit peu spéciale. Aussitôt que je la montre à quelqu'un, il y a vraiment beaucoup d'histoires à compter avec ça. Prochain petit objet qui est à côté, c'est un petit bol de rien.
mais j'ai découvert son existence, ou plutôt j'ai découvert son utilité quand je suis allé au Japon. Il y a beaucoup de restaurants qui sont spécialisés en quelques mets en particulier quand on est au Japon. S'il y a vraiment un soir où on se dit « moi, je mangerais des nouilles soba », ben on va dans un resto qui est pas mal spécialisé dans des nouilles soba. Si on décide au lieu qu'on veut manger quelque chose qui est fait avec du tempura, ben on va dans des restaurants qui sont champions en tempura. D'habitude, ces petites chaînes-là, on va dire il y a de 2 à 12 places assises habituellement. C'est des petits restos qui appartiennent juste à une famille, un petit peu dans le même principe, on pourrait dire qu'une trattoria que j'ai déjà expliqué à propos du voyage en Italie. Ces petits restaurants-là au Japon, ils appellent ça izakaya. Donc, lorsqu'on entend le mot izakaya, ça veut vraiment dire un petit resto, souvent qui est possédé juste par une famille. Puis il y a très peu de place pour s'asseoir en dedans, mais ils sont vraiment experts dans ce qu'ils font, parce qu'ils font rien d'autre que ça. J'aime le principe. Mais pour en revenir au rôle du petit bol, c'est un petit bol qui peut être bien utile lorsqu'on veut faire des portions individuelles de riz. Mais c'est également quelque chose que je trouve qui est vraiment pratique juste pour se faire une mini batch de soupe miso. Des fois, je me fais un souper qui est un peu plus japonais, mais je voudrais pas me faire une grosse batch de soupe. Donc, je prends un petit instantané ou bien un petit concentré d'un bouillon de n'importe quoi. Moi, j'ai des espèces de petites granules aussi qui fait un peu comme un bouillon de soupe au poisson, on peut dire. Fait qu'on fait juste mettre un petit peu de ces granules-là. On rajoute un petit peu de miso, on fait juste mettre de l'eau bouillante dedans, puis on vient de se faire une petite soupe miso qui est un super bon accompagnement pour un souper qui est un peu plus japonais. Donc voilà l'utilité de ces petits bols-là. Soit du riz, soit une petite soupe miso en portions individuelles. Si je mange seul, je veux pas faire une grosse portion de soupe. Je fais une portion qui est de la grosseur du petit bol. On parlait de son autre ami qui est juste à côté aussi, c'est un moule à onigiri. Onigiri, c'est juste une balle de riz, mais plus de forme triangulaire. On peut l'envelopper dans une algue aussi, si on veut, là, pour faire quelque chose qui est assez, je peux pas dire traditionnel, mais assez commun au Japon. Ça se vend même dans les dépanneurs, en fait. Mais vraiment, l'utilité de ça, c'est, d'une part, on peut utiliser un restant de riz. On a juste à faire un petit peu trop de riz à toutes les fois, puis on va réussir à faire un mini lunch à côté grâce à ce petit moule-là. Si j'essaie de décrire c'est quoi un onigiri, c'est simplement que dans ce petit moule-là qui est de forme triangulaire, on commence à mettre du riz dans le fond. Après ça, on peut mettre n'importe quel petit remplissage au milieu. Il y en a qui vont mettre, mettons, des petits morceaux de thon, on peut mettre du saumon fumé. Il y a mille et une autres affaires, mais je vous montrerai peut-être plus en photo, où on va avoir un épisode qui s'en vient aussi, qui est strictement sur la cuisine japonaise. Donc peut-être que je vais en parler avec un peu plus de détails à ce moment-là. Mais le principe de base, c'est un peu comme une sandwich, on pourrait dire. C'est vraiment un fond en riz, on rajoute un petit remplissage au milieu, on remet du riz par-dessus, puis là on écrase un petit peu avec l'autre partie du dessus pour vraiment mouler quelque chose en forme triangulaire qui fait une balle de riz. Mais c'est parce que ça se traîne super bien. Vraiment, si on veut partir en pique-nique ou si on veut aller faire une raid de kayak, par exemple, ça se conserve plutôt bien à température de la pièce pour quelques heures. Une fois qu'on a faim, on fait juste sortir ça se mange bien à température de la pièce, puis c'est pas juste du riz, mais ça fournit quand même un bon apport en énergie étant donné que c'est surtout glucides, c'est juste du riz, mais tu peux avoir un petit quelque chose de spécial, par exemple du saumon fumé au milieu, donc ça rajoute de la joie, voilà. Prochain objet que j'ai à côté de moi, c'est un ouvre-bouteille. Je suis pas particulièrement fier de ce souvenir-là, je dis, parce que c'est un souvenir qui est beaucoup trop typique. Ramener un ouvre-bouteille d'un autre pays, c'est un petit peu trop ordinaire selon moi. Mais je vais en parler quand même parce que celui-là, il y a quelque chose de spécial. Donc, c'est quelque chose que j'ai ramené de la mer, qui est bien beau. Il est en forme, en fait, de bouchon de bouteille. Sauf que, il est aimanté aussi. Donc, on peut le mettre sur le frigo, facilement. Mais ce qui est utile avec celui-là, c'est qu'en arrière, il y a 2 façons d'ouvrir une bouteille. Donc, il y en a une que c'est pour les bouteilles qui sont pas dévissables. Sauf que l'autre, qui est juste à côté, ça a exactement la forme des bouteilles dévissables, des bouchons de bouteilles dévissables. Donc, on peut juste rentrer le dessus de cette ouvre-bouteille-là, puis twister, puis on va arriver à dévisser toutes les bouteilles dévissables, mais qui sont trop coriaces à dévisser avec la main. Donc, il y avait quelque chose de spécial, celui-là. Je savais que je voulais ramener un ouvre-bouteille à m'amener, mais je me suis dit, il faut que ce soit vraiment le meilleur modèle au monde, puis c'est ça que j'ai trouvé à date. Un autre petit souvenir, qui est peut-être un peu plus original, celui-là, il vient de l'Irlande. Donc, c'est juste, en anglais, ils appellent ça wine stopper. C'est simplement un bouchon réutilisable pour les bouteilles de vin ou les bouteilles de n'importe quoi qui vont avoir un liège. Ce qui est spécial avec celui-là, en fait, c'est qu'il y a une belle décoration sur le dessus. Donc, ça fait vraiment un beau souvenir d'Irlande. Puis c'est un souvenir d'un endroit, mais au lieu que ça soit juste un aimant à frigo, celui-là, il y a une petite utilité de plus. Il peut vraiment servir à toutes les semaines si on s'y met et qu'on décide de passer une bouteille de vin par semaine. Donc celui-là, une fois encore, ça va se voir un peu plus visuellement. J'essaye de vous le décrire avec le meilleur de mes capacités.
Le symbole qu'il y a dessus, il est écrit 3 choses. Il est écrit Claddagh, Ireland. Claddagh, c'est le nom d'une place en Irlande. C'est pas une place que j'ai visitée, sauf qu'il y a une légende ou une histoire qui vient avec ça. Le symbole qu'il y a au milieu, en fait, c'est une bague de Claddagh. C'est cette bague-là qui est importante parce que c'est devenu un symbole de l'Irlande. C'est une des bagues les plus populaires pour les mariages. C'est simplement 2 mains qui tiennent un cœur, puis il y a une couronne au-dessus du cœur. Donc c'est quelque chose qui est gravé sur les bagues très couramment. C'est d'origine, ça vient de la ville de Claddagh. Mais le principe de ça, comme il est écrit au-dessus, c'est love, loyalty, puis friendship. Donc l'amour, la loyauté et l'amitié. Et c'est les 3 symboles. Donc love, l'amour, c'est le cœur. Loyalty, c'est la couronne, c'est la loyauté. Puis friendship, c'est les mains qui vont tenir le cœur, c'est l'amitié. Donc c'est juste 3 beaux symboles qui représentent c'est quoi une union habituellement. C'est devenu un peu comme leur slogan pour le mariage. La bague de Claddagh, le symbole, tout ce que ça représente, l'amour, la loyauté et l'amitié. Donc c'est un beau souvenir. Voilà. Maintenant, j'en ai un qui est super tout petit. C'est un cadeau de la même personne qui m'a donné la petite assiette qui vient de Stockholm. C'est quelque chose qui est moulé, on dirait, en silicone. Encore une fois, c'est quelque chose qui va se voir beaucoup mieux que s'entendre parce que ça fait pas de bruit. Je peux juste vous le décrire que c'est super petit. C'est de la grosseur de mon pouce à peu près. C'est fait en silicone, c'est orange pour être sûr qu'on le perde pas, même couleur que le Cheez Whiz. Sauf que c'est fait pour s'accrocher sur le rebord d'une tasse. C'est en forme d'écureuil, donc il y a une grosse queue qui dépasse. Donc on l'accroche sur le bord de notre tasse. Lorsqu'on veut se faire une infusion avec un thé, on peut prendre la poche de thé puis juste l'enrouler 2-3 fois au bas de la queue de l'écureuil. Ça fait qu'on perd pas sa poche de thé dans notre tasse. C'est vraiment tout ce que ça fait. Mais c'est tout petit, c'est cute, puis pour vrai, ça a vraiment son utilité. Puis je l'ai mis dans cette catégorie-là quand même parce que c'est un mini principe. Je me suis fait envoyer comme cadeau par la poste un petit ensemble pour la dégustation de thé qui vient du Japon. Puis je soupçonne qu'un petit objet comme ça, peut-être que c'est pas toujours en forme d'écureuil, mais je soupçonne quand même que c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun au Japon. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. C'est probablement quelque chose qui est beaucoup plus commun dans d'autres places dans le monde où ils dégustent plus souvent du thé. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est tellement innovateur, tellement avant-gardiste que ça m'épatait bien raide. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Il nous reste 3 objets encore. Le prochain objet, c'est un objet qui vient de Finlande. Donc j'ai passé peut-être 3-4 jours en Finlande maximum. Donc évidemment, lorsque j'étais à Stockholm, partir de Stockholm, s'en aller à Helsinki en Finlande, c'est simplement un petit trajet en traversier pendant la nuit. Donc au début du mois de janvier, je pense, je suis allé faire un tour du mois de janvier 2015. Je suis allé faire un petit tour en Finlande, on est allé visiter Helsinki. Puis une des choses que je connaissais particulièrement, ou que j'avais entendu parler de la Finlande, c'était qu'il y avait une belle proximité avec des rennes, ce que nous on appellerait plus des caribous en fait. Puis la Finlande, je trouve que ça me rappelle beaucoup le nord du Québec. Ils ont beaucoup de choses qui ont l'air d'avoir en commun, pas seulement en termes de climat, mais en termes de mentalité, puis le genre de loisirs qu'ils ont. Ils font du traîneau, ils font du ski alpin, ils font du ski de fond. Ils connaissent bien les motoneiges aussi. Donc il y a un mode de vie, bûcher du bois, avoir un petit camp dans le bois, avoir un sauna ou aller se baigner dans un lac, connaître les marécages, les maringouins. Je pourrais continuer pendant longtemps. Il y a beaucoup de choses qu'on a en commun avec les Finlandais, beaucoup plus qu'on le pense. Mais pour revenir à l'objet, donc j'ai juste visité Helsinki, mais il y avait un petit marché public quand même. Ils sont courageux de faire un petit marché public extérieur en plein milieu du mois de janvier. Mais je suis allé m'acheter un genre de couteau qui appelle un puukko. P-U-U-K-K-O. Puukko. C'est simplement, c'est ça. C'est un petit couteau qui... j'imagine que ça peut être un couteau pour la chasse, mais moi je m'en sers pour 1001 usages en fait. C'est dans un bel étui en cuir. C'est vraiment fait de façon artisanale, c'est fait maison. Mais j'aime beaucoup tous les petits détails qu'ils ont mis dessus. Ils ont une petite étampe dessus avec des traces de reine. La lame est extrêmement coupante. Le manche est fait en bois. Je sais pas quelle sorte de bois, mais on voit que c'est probablement fait avec un bois qui avait quelques loupes dedans, parce qu'il y a vraiment des formes irrégulières, mais ça a un beau grain. Puis complètement sur le dessus du manche, il y a un petit morceau sculpté d'un bois de reine. Donc ça a vraiment tout le charme d'un objet qui a été fait de façon artisanale. Il y a des petites irrégularités, il y a des petites choses qui le rendent unique. Moi, je le trouve parfait comme ça, en fait. Si c'était plus industriel, mais moins cher, j'aurais trouvé ça moins agréable. C'est un excellent souvenir à ramener. Je le trouve vraiment agréable. Il est vraiment agréable à tenir. Il est juste de la bonne forme. On voit que c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé pour sa fonctionnalité. C'est quelque chose qui doit servir au monde. C'est pas quelque chose qui est fait pour être exposé. Avant-dernier objet que j'ai ici, c'est simplement des baguettes que j'ai ramenées du Japon. Ce qu'il y a d'un peu plus spécial, d'un peu plus unique avec cette baguette-là, en fait, c'est que j'en ai acheté 2 ensemble. Ils sont de forme carrée. Parce qu'en général, si vous ne le saviez pas, manger avec des baguettes rondes, c'est l'enfer.
Donc, quand c'est dans des places qui sont un petit peu plus attrape-touristes, on va dire, il va y avoir des baguettes rondes parce que c'est à ça que les touristes s'attendent. Mais en réalité, manger avec des baguettes rondes, c'est beaucoup plus dur qu'avoir des baguettes qui sont de forme carrée. Ils sont beaucoup plus faciles à tenir, beaucoup plus facile de tenir des morceaux de bouffe aussi. Donc, c'est des baguettes carrées, 2 ensemble. Les 2 sont faites en bois. Je soupçonne que c'est un bois qui est assez dur parce que, c'est ça, j'y touche puis c'est du bois dur. J'ai vraiment manqué de jus pour décrire ces baguettes-là. C'est des baguettes faites en bois. Ils sont faites de 2 essences différentes, ça je peux le dire. Il y en a une qui est plus foncée que l'autre. Il y en a une qui est vraiment de couleur foncée. On pourrait presque dire de l'ébène ou quelque chose comme ça. Évidemment, j'ai aucune idée c'est quelle sorte de bois. J'ai pas recherché à ce point-là. Je voulais juste acheter des baguettes comme souvenir. Mais c'est vraiment des baguettes qui sont faites localement dans le village de Gebike. J'ai décidé d'acheter cela parce que c'est fait par un artisan sur place et c'est fait avec carrément 2 morceaux de bois d'un arbre qui a poussé au Japon. Pas fait en plastique, c'est pas fait en bambou, ils ont vraiment quelque chose d'unique. Ils me servent à toutes les semaines, carrément. Dernier petit objet que je vais partager avec vous, ils appellent ça les filtres une tasse. C'est un produit qui s'achète. En fait, c'est juste un peu comme une poche de thé, faite pour une tasse individuelle, sauf que c'est fait pour les infusions de café. Lorsqu'on va dans des dépanneurs au Japon, il y a chaque franchise, donc il y a des 7-Eleven, il y a des Family Mart et il y en a quelques autres, ils ont chacun leur version, en fait, d'un café déjà toute faite, mais dans une poche de thé. Puis, il y a des petits morceaux de plastique chaque bord qui s'étirent, ça s'accroche sur le rebord d'une tasse. Donc, on a juste besoin d'avoir une tasse quelconque, puis ça nous fait une portion individuelle de café qui peut s'infuser sur le pouce. J'ai trouvé l'idée intéressante, même si c'est quelque chose qui peut être un peu plus polluant, mais par exemple, lorsque j'étais au Japon, c'était pas toujours facile d'avoir une tasse de café pour commencer ma journée, mais en sachant que d'habitude, il y a des bouilloires dans les hôtels, j'avais juste besoin d'aller au dépanneur pas loin, m'acheter une petite préparation, une petite enveloppe unique de café, puis je pouvais me servir de ça le lendemain matin. C'était génial, ça me sert une fois de temps en temps en camping, lorsqu'on veut vraiment faire juste une petite infusion de une tasse en commençant sa journée. Et bien voilà. Donc, je pense que c'est ça qui fait le tour pour la partie ustensiles ou petits objets. Après un petit break 2 secondes pour que je boive une gorgée d'eau, on va se parler des habitudes que j'ai importées. Bon voilà, maintenant on va parler des habitudes que j'ai ramenées. En termes d'habitudes, encore une fois, faut mettre en contexte. J'ai besoin de dire, je pense que j'ai été élevé comme un Canadien français moyen. C'est ça que je devrais dire. À ce que je sache, on n'a pas une provenance récente du Moyen-Orient ou de la Grèce ou ben de l'Afrique ou ben de l'Océanie. En général, c'est un mode de vie qui était plutôt canadien-français. Donc, c'est à partir de ce standard-là que je vais pouvoir décrire vraiment les autres habitudes que j'ai importées. C'est la meilleure mise en contexte que je pourrais faire. J'ai mentionné brièvement le café. Puis, le café, c'est quelque chose qui est tellement répandu que c'est une bonne façon de commencer à explorer différentes techniques qu'il y a dans le monde. Par exemple, le meilleur exemple de ça, en fait, pour le café, je dirais, c'est le café turc. Parce que le café turc, c'est une mouture qui est extrêmement fine, puis mélangée directement dans l'eau. Donc, c'est pas exactement le même genre d'infusion que nous, on connaît. D'habitude, on essaye de filtrer d'une façon ou d'une autre. Même un café fait dans une presse française ou un bodum qu'on appelle, il y a quand même un moyen de filtration quelconque, mais pas dans le café turc. Donc, je me suis acheté ça ressemble à une théière un petit peu, ça ressemble à un chaudron, mais fait vraiment, vraiment mini. Pour pouvoir faire des infusions de café turc, en fait, c'est juste mélanger son eau avec le sucre, puis avec le café réduit en poudre le plus possible, puis le faire bouillir sur un rond du poêle. Donc, c'est une des façons de commencer à explorer un petit peu des techniques ailleurs. Ça donne pas le même goût, ça donne pas exactement le même feeling, ça donne pas exactement la même sensation, donc c'est quelque chose qui est facile à explorer. Si on réalise, comme moi par exemple, j'ai réalisé qu'utiliser une presse, c'est vraiment ça que j'aime le plus pour faire mon café, mais c'est quelque chose qui a quand même été importé. Au début, je connaissais juste le café filtre. Maintenant, je connais quelque chose qui est mieux, selon moi, ou quelque chose qui convient plus à mes besoins ou à mes préférences. Bon, un autre que je dirais qui est une habitude, c'est d'avoir une bouilloire. Lorsqu'on était au Japon, pratiquement tous les hôtels, ils ont une bouilloire, mais c'est une sorte de bouilloire qui est encore plus drôle. Moi, j'ai juste une bouilloire ordinaire qui est électrique, mais quand même est sans fil. Donc, une fois qu'elle a chauffé sur la base, on peut vraiment soulever la partie bouilloire, puis il n'y a pas de fil, donc c'est beaucoup plus facile de remplir n'importe quoi. Ou d'aller faire des refils sur la table de cuisine avec le monde, pas besoin de traîner de fil, ça s'accroche pas nulle part, c'est génial. Mais pour en revenir à ce que je disais, dans les hôtels au Japon, il y a vraiment une tradition qu'on pourrait prendre du thé n'importe quand. Donc c'est une sorte de bouilloire qui a un excellent système d'isolation pour toujours garder de l'eau environ à 90-92 degrés. Donc n'importe quand qui te pogne une envie tout d'un coup
de te faire une tisane ou un thé, tu vas avoir ton eau chaude drette là. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement commun pour les Britanniques aussi. Sans tomber dans les stéréotypes, c'est vrai que les Britanniques aiment savourer un thé à certains temps de la journée. Donc avoir une bouilloire, c'est quelque chose qui est très commun au Royaume-Uni. Mais tu sais, si on s'en va vraiment à une place comme en Ontario ou en Amérique du Nord en général, les chambres d'hôtel n'ont parfois pas de bouilloire. Ils s'attendent juste à ce que tu te prennes un café, donc ils te mettent juste une cafetière. Si tu veux avoir ton eau chaude, ben tu fais juste pas mettre de filtre, pas mettre de café, puis tu te retrouves avec de l'eau chaude, mais c'est la cafetière qui le fabrique. Donc voilà, ça c'était bouilloire. Une des autres habitudes, c'est d'être un petit peu plus flexible sur la façon qu'on mesure nos choses. Une fois qu'on a voyagé un peu, on réalise que les unités de mesure pour la cuisine, c'est quelque chose qui varie énormément. C'est quelque chose qui peut être mélangeant. Je vais pas trop m'attaquer à la partie système de mesure qui est utilisé aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à haïr. J'en parlerai pas aujourd'hui, pour la santé de tout le monde. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est on commence à devenir un peu plus flexible avec la façon qu'on réfléchit avec nos recettes. Je vous donne un exemple. J'ai 2 recettes qui me viennent de la Suède. Il y en a une que c'est pour des boulettes de chocolat avec coconut, qu'on appelle kokosbollar. Et la recette va comme suit. 100 g de smør, 100 g de beurre, 3 décilitres de havregryn, ça c'est de l'avoine. Donc on écrit 3 décilitres au lieu d'écrire 300 millilitres ou 30 centilitres. Puis c'est exactement ce genre de choses-là qui varie beaucoup. Surtout en Europe, une bouteille d'eau ordinaire de 500 millilitres va devenir 50 centilitres à certains endroits, va devenir 5 décilitres à certains endroits ou 0,5 litres. C'est exactement la même chose, mais la façon que c'est mesuré est pas exactement la même. En fait, j'ai une autre recette ici qui est faite pour une recette de gâteau au chocolat suédois. Puis eux autres, ce qu'ils utilisent, c'est 150 g de beurre, 3 œufs, 3 décilitres de quelque chose, 1 décilitre de quelque chose d'autre. Puis là, on arrive à 2,5 décilitres de farine. Donc 2,5 décilitres, c'est que leur préférence, c'est d'utiliser des décilitres pour tout, alors que nous, c'est plus habituellement des millilitres. Puis il y a des choses comme 3 décilitres qui sont un petit peu plus difficiles à concevoir parce que ça fait 300 millilitres, c'est plus que 256 millilitres qui est une tasse. Donc on n'a pas toujours les bons outils. Eux autres, leurs tasses à mesurer peuvent carrément aller en décilitres, si c'est la seule chose qu'ils utilisent pour mesurer. Donc ils vont avoir des 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 et 500 ml, et ils peuvent mesurer à partir de ça. Mais nous, si on sert surtout des tasses à mesurer qui utilisent, on va dire, des quartiers, ou plus des fractions, en fait, d'une tasse, on se retrouve avec un 250, un autre qui fait 100. Ça devient dur d'atteindre exactement 3 décilitres ou 300 millilitres. Donc c'est là qu'on apprend à réfléchir un petit peu plus. Oui, ça fait un petit peu de maths des fois, mais on apprend à devenir un petit peu plus flexible. Mais c'est surtout qu'on finit par découvrir des ratios aussi. Comme là, je vois que pour cette recette-là, on a 3 œufs, 3 décilitres de sucre pour 1 décilitre de cacao. Donc on peut juste se souvenir du ratio 1 pour 3, puis c'est là qu'on peut se mettre à dire, fait que ça pourrait être 10 grammes pour 30 grammes, ou ça pourrait être 100 millilitres pour 300 millilitres, ou bien je pourrais la doubler pour faire 200 millilitres pour 600 millilitres. On commence à faire des connexions un peu plus. Ça rend les choses un petit peu plus faciles à traduire dans notre tête si on veut importer des recettes d'ailleurs. Bonjour, ici Alex du futur. J'étais tellement enthousiaste par tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui que j'ai oublié de finir les recettes que je vous ai présentées. Les voici maintenant. Boule au chocolat et à la noix de coco à la suédoise. Ça va prendre 100 g de beurre, 3 décilitres ou 300 ml d'avoine, 1 décilitre ou 100 ml de sucre, 2 cuillères à table de cacao, 1 cuillère à thé de sucre vanillé ou d'essence de vanille, 2 cuillères à table de café froid. Tout mélanger avec les mains dans un bol, former des boules avec les paumes et placer au frigo. Bonne dégustation. Deuxième recette. Gâteau au chocolat à la suédoise. Vous allez avoir besoin de 2 œufs, une pincée de sel, 3 cuillerées à table de cacao, environ 140 g de sucre, environ 100 g de margarine et environ 125 g de farine. Faire fondre la margarine, préchauffer le four à 175 degrés Celsius ou 350 Fahrenheit, mélanger tout sauf la farine ensemble avec un fouet. Ajoutez la farine au mélange jusqu'à ce que tout soit humide. Verser dans un moule beurré et fariné. On peut utiliser du cacao ou des flocons de noix de coco à la place de la farine pour mettre dans le fond du moule. Mettre au four pour environ 15 minutes, servir avec crème fouettée et ou fruits. Et voilà, maintenant retour au Alex qui finit pas ses recettes. Voilà pour le segment sur les quantités. Donc encore une fois, dans la liste des habitudes, j'ai commencé à utiliser beaucoup plus le lait de soya, le lait d'amande, etc. Non seulement pour trouver des alternatives, parce que je suis curieux là, du point de vue des breuvages et curieux au niveau de mille et une autres choses, mais c'est surtout dans des places comme au Japon, par exemple, où ils produisent des quantités énormes de soya. Ben, le lait de soya est beaucoup plus répandu, beaucoup plus populaire. Puis on finit par trouver c'est quoi ses usages, ou c'est dans quelle recette ou à quel moment
je pourrais juste remplacer un produit laitier par un lait de soya ou un lait d'amande ou un lait de cachou. Et ça, on sait que plus les jours avancent, plus il y a des eaux de bin de toutes sortes. C'est plus populaire, c'est plus répandu en Californie. Ça, je l'ai vu beaucoup avec du lait de riz, du lait de coco, qui est utilisé comme substitut ou juste pour découvrir des nouvelles saveurs. Juste rajouter du lait de coco dans son café le matin, au lieu de mettre du lait ordinaire, ça devient une autre expérience complètement. Puis c'est aussi très bon pour ceux qui essayent de couper dans les produits laitiers, ceux qui sont intolérants au lactose, etc. C'est plus facile d'importer ça. C'est quelque chose qui peut inconsciemment déjà être plus populaire ailleurs. Une autre chose que j'ai ramené de la Suède, c'était de faire sécher la vaisselle à l'air libre. En Suède, c'est quelque chose qui vient de la Finlande, en fait. La plupart du temps, les comptoirs, ou du moins c'était comme ça dans les résidences étudiantes, les comptoirs sont faits en stainless, mais ils sont très très grands. Puis juste au-dessus du lavabo, il y a un rack pour mettre toutes les assiettes, mais le rack comme tel, c'est un rack de séchage. Donc une fois qu'on a fait la vaisselle, on fait juste les remettre sur le rack d'en haut, puis ça dégoûte direct sur le comptoir en stainless, puis ça redescend tout direct dans l'évier. Donc non seulement il y a ce principe-là, je suis pas rendu au stade de faire des rénovations dans mon propre appartement pour avoir quelque chose comme ça, mais juste de faire sécher à l'air libre, c'est quelque chose qui est très très commun chez moi. C'est quelque chose, on peut dire, qui a été une idée qui est vue ailleurs. Des fois, c'est des choses qui pourraient exister n'importe où. Je fais juste dire que je les ai vues alors que j'étais ailleurs. Donc, dans ma tête, c'est considéré comme une idée exotique. Puis, je décide de ramener ça chez moi. Je réalise aussi que la façon de faire la vaisselle n'est pas toujours la même d'une place à l'autre. En Suède, je pense que j'ai jamais vu personne remplir son évier puis faire toute sa vaisselle dedans. Peut-être que c'est juste le fait que c'était des étudiants, ils préféraient faire la vaisselle morceau par morceau. Mais tu sais, même d'utiliser une lavette ou d'utiliser une guenille ou d'utiliser une éponge, c'est quelque chose qui varie beaucoup d'une place à l'autre, donc gardez ça en tête. Je pense pas un jour faire un épisode qui est juste sur le thème de la vaisselle, mais pas fermer à l'idée non plus si on réussit à trouver assez d'idées. Il va falloir que je voyage pas mal pour trouver assez de contenu pour faire un épisode sur la vaisselle et la façon de faire sa vaisselle. Encore une fois, dans les résidences étudiantes, il y avait quelqu'un qu'on connaissait bien. Lui, il était à moitié suédois, à moitié grec. Il y a toutes les fois qu'on rentrait dans la cuisine pour faire de la bouffe, ce gars-là était toujours en train de râper des cocombes. Fait qu'une journée, on l'a confronté puis on lui a dit « Pourquoi tu râpes des cocombes? » Fait que là, il nous a dit « moi, je suis à moitié grec, fait que je suis tout le temps en train de faire de la tzatziki. » Puis il disait « Tu peux en faire une grosse batch, puis la saveur fait juste se développer un petit peu. C'est quelque chose que tu peux te servir comme pendant 3-4 jours après que tu l'aies fait. Donc c'est bon d'en faire en grosse batch. » Fait que là, on a compris enfin pourquoi ce gars-là, il râpait des cocombes. Mystère résolu. Mais ce que je veux dire avec ça, avec cette petite anecdote-là, c'est que le gars nous a carrément dit, pour faire de la tzatziki, ça prend vraiment pas grand-chose. Ça te prend du yogourt grec, un petit peu d'huile d'olive, tu vas râper du concombre. On essaye surtout d'utiliser la pulpe, c'est surtout la texture qu'on veut rajouter. On veut faire quelque chose qui est plus hétérogène. Donc yogourt grec, ça prend un yogourt qui est ferme parce qu'il va être ramolli avec l'huile d'olive. On peut rajouter du jus de citron, il va falloir hacher. De l'ail aussi, faites attention avec l'ail. Si c'est quelque chose que vous utilisez pendant plusieurs jours, la saveur de l'ail va beaucoup se répandre, va beaucoup se développer. Donc, en utilisez moins si vous pensez en faire une grosse batch qui va servir sur plusieurs jours, ou utilisez un petit peu plus d'ail si vous pensez vous en servir immédiatement. Est-ce que j'ai fait le tour pour la recette de tzatziki? Essayez ça chez vous. Yogourt grec, huile d'olive, un petit peu de citron. On peut rajouter de la menthe ou de la coriandre ou de l'aneth, dépendamment de quel coin vous êtes. Ça rime. Puis le concombre râpé qui était à l'origine de toute cette histoire. Ensuite, il y a certaines sauces qui peuvent être faites maison, et ça, c'est principalement dû au fait que certaines sauces de l'extérieur sont difficiles à trouver. Donc, des fois, c'est plus facile de s'en faire une grosse batch soi-même, une fois qu'on sait c'est quoi. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs sauces qui viennent du Japon. Donc, on les essaye dans des recettes qui sont au Japon, puis on réalise que ces recettes-là, en fait, n'existent pas depuis si longtemps que ça. C'est des recettes qui peuvent dater des années 50, 60, peut-être même 80. Ça utilise beaucoup d'ingrédients qui viennent de l'Amérique du Nord ou qui viennent de l'Europe de toute façon. Donc, des affaires avec de la pâte de tomate ou des affaires avec de la sauce Worcestershire, c'est des choses qui se trouvent facilement de toute façon. Donc, c'est plus facile de les fabriquer, de juste trouver c'est quoi les proportions sur une vidéo YouTube ou par un article sur Internet. Puis, on est capable de faire cette sauce-là chez nous au lieu d'essayer de trouver un magasin qui pourrait la vendre déjà toute faite. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui viennent de l'Asie qui sont difficiles à trouver. Ça, il faut se l'admettre. Au Québec, l'Asie, c'est quand même loin. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup moins de choses qui se retrouvent facilement accessibles pour nous. Une dernière note par rapport à ces sauces-là, c'est aussi qu'on peut changer les proportions un peu aussi, où on peut décider, par exemple, que si une sauce, on la trouve parfaite, mais il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus épicée, mais on a l'occasion, si on la fait nous-mêmes, de rajouter un petit peu plus d'épices. Ou même chose, si on la trouve un petit peu trop forte, qu'on voudrait qu'elle soit un peu plus sucrée, on peut décider d'utiliser une pâte de tomate qui va goûter plus sucré, ou on peut rajouter un peu de mélasse, ou un peu de sucre, ou un peu de n'importe quoi, selon nos préférences. Je mentionne brièvement le recyclage ici aussi. Il y a beaucoup de pays nordiques où il faut déconstruire les choses nous-mêmes lorsque c'est temps de faire le recyclage. Ça sauve beaucoup d'étapes au niveau du tri pour le recyclage.
Les résidences étudiantes, encore une fois, à Stockholm, il y avait quelque chose comme 12 bacs différents pour le recyclage. Il y avait vraiment un bac fait pour le carton, un bac pour le papier, dans le genre le papier de journal. Il y avait un autre bac que c'était seulement le verre transparent, un autre qui était pour le verre de couleur. Il y en avait un que c'était pour le métal, il y en avait un que c'était pour le plastique avec tous ces numéros. Il y en avait beaucoup. Peut-être que des fois, ça avait l'air d'être un petit peu mélangeant ou peut-être un petit peu... ça demandait beaucoup d'efforts, mais il faut vraiment comprendre que si on le fait nous-mêmes, ça minimise le coût en impôts, on pourrait dire, pour le triage. Ça s'arrange aussi pour maximiser la quantité de recyclage qu'on va pouvoir faire parce que ça s'empile dans les bacs à chaque endroit. Mais lorsque c'est le temps de faire le recyclage du verre, les poubelles viennent chercher exclusivement le bac de verre transparent, par exemple, parce qu'ils vont faire une batch de recyclage. Ce genre de choses-là, ça fait que les matières sont entreposées d'une façon beaucoup plus simple que d'avoir un gros entrepôt où on va mettre plein de verres cassés transparents en attendant que ce soit la journée pour refaire une batch de verre transparent. S'il y en a qui sont des fabricants de quoi que ce soit avec des produits recyclables, en Suède, il est écrit très clairement chaque élément d'un produit qu'on achète, de quelle façon ça allait être trié. Donc, ils disent l'emballage extérieur, c'est plastique recyclable, l'emballage intérieur, c'est carton recyclable. Il est écrit direct dessus. Donc, c'est la façon la plus simple pour tout le monde de comprendre qu'est-ce qui est recyclable de quelle façon. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Bon, si j'avais à faire une genre de conclusion pour cet épisode-là, c'est, premièrement, ça a duré un petit peu plus longtemps que je pensais, mais j'espère que c'est demeuré quand même assez intéressant. Mais ce que je voulais dire aussi, comme conclusion, c'est de prendre le temps un peu plus de découvrir c'est quoi nos produits locaux. Lorsqu'on commence à explorer un peu plus la cuisine de l'extérieur, on peut prendre le temps de se demander qu'est-ce qu'on présenterait, nous, aux étrangers. C'est quoi les choses qui sont vraiment intéressantes que les autres pourraient utiliser aussi? Est-ce que j'ai des exemples en particulier qui me viennent en tête? Non, pas vraiment, parce que des fois, c'est difficile d'être conscient des choses qui sont particulièrement familières pour nous. Lorsque vous avez de la visite d'ailleurs, prenez le temps de voir qu'est-ce qui pourrait les intéresser dans votre cuisine. Évidemment, ils vont trouver, s'ils viennent d'Europe, que votre frigo est beaucoup trop grand, que votre poêle aussi est beaucoup trop grand. Même un toaster, un grille-pain, c'est peut-être quelque chose que les gens vont être beaucoup intéressés, ceux qui viennent de l'extérieur. Un exemple, en fait, qui serait un peu l'inverse du grille-pain, on pourrait dire, c'est au Japon et beaucoup d'autres places en Asie aussi, ils ont un autocuiseur à riz. Donc pour nous, ça a l'air d'être vraiment quelque chose comme un gadget ou une affaire de luxe, mais considérant qu'eux autres, ils mangent du riz à pratiquement tous les jours, comme nous, on mange des toasts à presque tous les jours, mais c'est un peu son équivalent, c'est son homologue asiatique. Donc si vous avez des gens qui viennent de l'Asie, peut-être qu'ils vont être un peu fascinés par le grille-pain, de savoir que vous avez une machine dans votre maison qui sert exclusivement juste à faire toaster du pain. Voilà, c'est une petite réflexion existentielle que je vous laisse. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des anecdotes, des petites histoires que vous voulez partager avec moi, on a l'adresse courriel villardouin.balado@commercial.gmail.com. Comme d'habitude, prenez soin de vous. J'espère que vous allez passer une bonne journée et on se revoit bientôt.